le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palémo. Aujourd'hui, sillon commun. L'avenir de l'agriculture se jouera collectivement. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. On va perdre 10 ans alors qu'il nous faut gagner du temps si on veut une alimentation durable. Car finalement, la lutte première, ce sont des revenus dignes et des sols propres. Ce témoignage est celui de Joachim de la ferme de Chalonnes, recueilli au mois de février 2024. La crise agricole occupe l'espace médiatique, mais peu de propositions parviennent à satisfaire ces revendications. Pour sortir des impasses, il nous faut des références, et parfois même changer de lunettes. La complexité de la situation réside dans la difficulté d'une sortie à grande échelle, car les infrastructures d'approvisionnement, de marché, de production servent une vision des acteurs les plus puissants des filières. Pour ce dernier épisode, nous évoquons d'autres manières de s'organiser pour produire notre alimentation. Je suis très heureuse d'accueillir Céline Riolo, co-directrice des fermes partagées. Mais avant ça, une archive. Moi, je dis que ce n'est pas une solution de travailler pour être assisté. On devrait pouvoir vivre son boulot, je pense. Peut-être qu'il y en a qui sont plus malins, moi je ne sais pas trop où je vais. Vous savez plus ce qu'il faut faire? Pas trop, non. Non, c'est bouché partout. Et tout est fait, semble-t-il, pour que ces petits fermiers abandonnent. Quand vous entendez les dirigeants agricoles à la radio, à la télévision, vous vous sentez pas représenté par eux? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils ont une politique d'extension, si vous voulez. Ils veulent agrandir les fermes, tout ça, mais au détriment des petits. Éliminer tout ce qui est autour, puis nous, on avance. Et vous dégagez. Voilà. C'est à peu près ce qu'on ressent. Il me semble. Pourquoi les chasser comme ça? Ça se fera automatiquement. L'agriculture, c'est un truc long à venir. Ça ne vient pas d'un seul coup, ça ne vient pas du jour au lendemain. Bonjour Céline. Bonjour. Et bienvenue dans Tribune d'artisans. Nous venons d'entendre une archive INA Paysan La Faim, un reportage d'envoyé spécial qui date du 31 janvier 1991. Est-ce que tu as envie de réagir à cette archive ? Eh bien oui, la première réaction, c'est que la crise agricole dont on a beaucoup entendu parler en 2024, elle n'est pas nouvelle. En fait, c'est un mouvement de fond qui traverse le secteur agricole depuis post-Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des transformations majeures de l'organisation du monde agricole. Donc c'est passé par le remembrement, c'est passé par cet agrandissement dont il parle, justement. On sort d'une agriculture vivrière pour faire une agriculture nourricière avec des intentions de nourrir le monde. Et du coup, avec toute une politique agricole qui vient soutenir ces mouvements-là, ces mouvements d'agrandissement, de mécanisation, et qui a été mis en œuvre depuis les 60 dernières années. Et qui nous a conduit dans une nouvelle impasse. Donc les problématiques sont différentes, et en même temps, les revendications sont assez transversales, intergénérationnelles, puisque c'est toujours la problématique de comment vivre dignement du métier de paysan, comment nourrir également la population, comment ces paysannes et paysans qui mettent en œuvre leur activité chaque jour avec une vocation de nourrir la population peut trouver du sens dans ce qu'ils font et trouver une juste rémunération sans être constamment sous perfusion et à la merci des subventions publiques, que ce soit de la PAC, la politique agricole commune ou d'autres subventions pour subvenir à leurs besoins. Donc oui, c'est malheureusement pas très réjouissant, mais le pire n'est jamais certain. Et en même temps, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, tout n'a pas encore disparu et que on a encore des poches de résistance qui essaient de trouver des solutions, et c'est ce dont on va
parler aujourd'hui. J'ai pu introduire le fait que tu étais co-directrice des fermes partagées. Les fermes partagées, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Elle a été créée par des fermes et par des acteurs qui voulaient favoriser l'évolution du statut d'agriculteur. Sa mission est d'accueillir, de former, d'accompagner et de soutenir une nouvelle manière de structurer et de sécuriser l'activité agricole. Donc on va parler un petit peu de toutes ces solutions de manière très concrète, mais pour parler de solutions, avant ça, on a des problèmes. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les grands enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et qui nous emmènent vers justement cette anticipation pour l'avenir ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux au niveau des paysans, des paysannes, des agriculteurs et agricultrices eux-mêmes qui ont du mal à se rémunérer correctement. Donc ça, c'est un premier élément. On se rend compte malheureusement que le revenu moyen et médian dans cette population-là reste très faible, environ 70% d'un SMIC, pour une quotité de travail qui est supérieure à 55 heures semaine. Et 18% des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Exactement. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une situation de précarité, ça c'est une première chose. Deuxième élément, c'est aussi une population qui est fragile, elle est soumise à énormément de pression, de stress, et c'est une population où le taux de suicide est 2 fois plus important que le reste de la population. Donc ça, c'est un deuxième élément. On se rend compte aussi qu'ils sont soumis à un certain nombre de facteurs liés à leur profession et notamment liés à l'utilisation de produits phytosanitaires qui peuvent avoir des impacts directs sur leur santé. Donc voilà, ça c'est déjà pour les agriculteurs et les agricultrices, une première chose. Et puis, de manière générale, notre système agricole est dysfonctionnel. Dysfonctionnel puisque 50% des fruits et des légumes que nous consommons actuellement en France ne vient pas de France, alors qu'on est l'une des grandes nations agricoles. Donc on voit bien que là, il y a une véritable inadéquation entre ce que nous produisons et ce que nous mangeons. Et puis, du coup, on se retrouve vers, on appelle ça la 7e extinction de masse, c'est-à-dire une baisse drastique de la population des actifs agricoles, et notamment des fameux chefs d'exploitation, les dirigeants des fermes. Les 60 dernières années de politique agricole qui ont été mises en œuvre, comme je vous le disais tout à l'heure, ont amené à l'agrandissement des fermes. On se retrouve à aujourd'hui avec des fermes qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus spécialisées, mécanisées et du coup de fait capitalisées, avec un énorme capital. Ça demande des énormes investissements. Et la pyramide des âges de la fonction agricole fait que demain, parce que vraiment c'est littéralement demain, en 2026, 36% des chefs d'exploitation auront atteint l'âge de la retraite. Plus d'un tiers des paysans et des paysannes qui nous nourrissent aujourd'hui vont avoir l'âge de la retraite. Sauf que il n'y a pas la génération. Le renouvellement, ce qu'on appelle des générations agricoles, ne se réalise pas. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail, les conditions d'exercice sont difficiles, éprouvantes. Donc ça, c'est une première chose. Et que ces fermes, qui sont hyper grandes, hyper capitalisées, sont extrêmement chères à reprendre. Une installation, c'est facilement 500 000 euros dans le meilleur des cas, mais plusieurs millions la plupart du temps, avec un revenu agricole qui n'a pas augmenté. Donc on voit bien là qu'il y a une inadéquation entre le prix des fermes à reprendre et du coup ce que ça va vous rapporter, les conditions de travail dans lesquelles vous allez aller. Et il y a aussi une réalité d'une évolution sociétale qui fait que les personnes ont d'autres aspirations pour leur vie professionnelle. Elles peuvent avoir envie, elles veulent trouver du sens dans leur travail et on voit bien qu'elles arrivent à en trouver en s'engageant dans l'agriculture et en même temps, elles ont envie d'avoir un équilibre personnel-professionnel qui est sain. Ne pas être, je sais pas moi, dans la ferme tous les soirs, tous les matins et tous les week-ends pour faire la traite. Du coup, c'est comment on arrive à concilier les nouvelles aspirations et du coup ces réalités. Du coup, nous, ce qu'on propose aux fermes partagées, c'est plutôt l'émergence et la mutualisation d'expériences qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Ce sont des fermes qui se sont dit, c'est dysfonctionnel, il faut qu'on change de lunettes, comme tu le disais tout à l'heure. Et en changeant de lunettes, ils se sont dit, peut-être qu'on peut, au lieu, bien évidemment, changer les modes de production, aller plutôt sur des modes de production biologiques, en agroforesterie, etc., etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi changer notre rapport au patrimoine, à la ferme elle-même, en disant comment on peut faciliter la transmission de ces fermes, comment on peut faciliter l'installation dans ces fermes. Et aussi, comment on peut répondre à cette réalité des parcours professionnels où on peut être agriculteur de passage. Et du coup,
pour faire ceci, ils se sont dit, en fait, on a besoin de changer le statut juridique, du coup, la forme de la ferme. Et du coup, ils se sont tournés vers le reste de l'économie en disant, quelles sont les autres formes juridiques qui permettent de faciliter cette transmission-là? Et du coup, ils se sont tournés vers la forme coopérative. Alors, si je reviens un petit peu, excuse-moi, juste avant pour bien qu'on saisisse. Aujourd'hui, le modèle, c'est qu'on est agriculteur toute sa vie. On espère revendre sa ferme quand la retraite sera là, ce qui nous permettra finalement enfin d'avoir un revenu pour finir notre vie. Quelque part, le cynisme, il est à ce point. Et c'est exactement ça. Et il y a une expression dans le secteur agricole qui dit « on vit pauvre, on meurt riche ». C'est-à-dire que pendant toute sa vie, on fait que rembourser en gros et de constituer un patrimoine, et une fois à la fin de sa carrière, on va vendre ce patrimoine et du coup espérer vivre correctement au niveau de la retraite, etc. Sauf qu'on se rend compte que cette transmission, elle a du mal à se faire. Alors déjà, la transmission dans la famille, on voit bien qu'elle ne fonctionne plus. Ça, c'est une première chose. Et puis même, pour retrouver à reprendre leur ferme, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'y arrivent pas ou n'y arrivent pas pleinement. Donc, on a besoin de changer ça en disant comment on arrive à ne pas constituer un énorme patrimoine qui sera difficile à transmettre, mais vivre décemment du fruit de son travail pendant toute sa carrière. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, au niveau national, on a 2 fermes sur 3 qui ne trouvent pas de repreneurs, donc ce qui est assez dramatique. Mais alors, pourquoi on ne pourrait pas vivre avec une ferme France avec 100 exploitations, par exemple? Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Après, c'est qu'est-ce qu'on désire? Quel monde agricole nous souhaitons? Est-ce que nous souhaitons des grandes fermes industrielles? Enfin, il en existe, ce qu'on appelle les fermes-usines pour simplifier, avec, je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans les grandes plaines céréalières. Du coup, c'est des plaines où il n'y a pas un arbre, pas un bosquet. On est sur 100% du blé ou d'autres céréales, peu importe. Et du coup, est-ce que c'est désirable? Ça amène quoi? Ça amène aussi une désertification des villages. Avant, il y avait 50 agriculteurs sur un territoire, et maintenant, on se retrouve avec un agriculteur qui souffre en plus de la solitude sur son exploitation et qui a du mal à trouver des personnes avec qui travailler. Du coup, en tout cas, nous, on ne souhaite pas ça. Ce qu'ont mis en œuvre nos fermes, c'est une alternative à ces modèles-là, en s'appuyant sur le collectif pour faire des fermes diversifiées. Qui dit diversification dit favorable à la biodiversité, dit beaucoup plus robuste face aux aléas climatiques, qui sont la réalité auxquelles est confronté le monde agricole aujourd'hui. Donc du coup, on en vient à ces modèles coopératifs. Dans ce que tu dis, là, moi j'entends aussi beaucoup la question de l'écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, un territoire où il n'y a plus qu'un agriculteur, c'est un territoire qui s'appauvrit. Et on sait qu'on est des êtres vivants qui avons besoin de liens, de structures, d'échanges pour pouvoir nous développer dans de bonnes conditions. Et là, c'est cette idée-là aussi peut-être d'avoir un écosystème qui est très vivant et qui va s'appuyer. Donc tu vas nous expliquer sur cette idée de coopération, donc sur les modèles de SCOP notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur cette forme juridique qui va à la fois permettre donc une meilleure transmission des fermes et une sécurisation aussi du statut d'agriculteur? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a déjà un petit peu de recul. Il existe des coopératives, des fermes pionnières qui ont choisi ces statuts-là depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc on se rend compte déjà sur un temps moyennement long pour l'agriculture, mais en tout cas que ça fonctionne. Donc ça, c'est une première chose. Le modèle coopératif, son fonctionnement, c'est quoi? Déjà, c'est un fonctionnement démocratique. Une personne est égale à une voix, quel que soit le montant du capital qu'on a. Donc, on ne détient pas le pouvoir parce qu'on a plus d'argent. Donc déjà, c'est en tout cas souhaitable. J'aspire à ce type de fonctionnement dans les entreprises et dans notre société. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que quand on devient associé dans une ferme, c'est-à-dire on va prendre des parts sociales dans une ferme, on va apporter du capital, donc par exemple 20 000 euros, ce qui est très très peu pour s'installer en agriculture, donc 20 000 euros. On va travailler dans cette ferme-là, on va devenir co-décisionnaire, c'est-à-dire associé de cette ferme. Donc, on va décider comment on va produire, auprès de qui on va commercialiser, etc., etc. Et à un moment donné, quand on va partir de la ferme, on va non pas regarder le développement de la ferme et faire une réévaluation de combien ça vaut maintenant, ce capital-là, mais on va dire, t'es arrivé avec 20 000, tu repartiras avec 20 000 euros. Donc, on sort de la spéculation financière. Et du coup, ça amène quoi? Ça amène que peu importe le développement de la ferme, elle sera facilement transmissible puisque la nouvelle personne qui pourrait arriver et s'installer dans ce collectif-là, elle va pouvoir s'installer de nouveau avec 20 000 euros.
Donc ça, c'est une première chose. Par contre, comme on sort d'un schéma où on se constitue un patrimoine, il faut trouver une alternative. Du coup, avec quoi on repart après notre vie de paysan-paysanne, que ce soit à la retraite ou que ce soit sur un rebond professionnel vers une autre carrière, et ben du coup là on va s'appuyer sur le système de sécurité sociale et de protection sociale français qui est mutualisé au niveau français, c'est-à-dire sur le système de protection sociale du salariat. On va cotiser au niveau de son revenu comme un salarié. On est associé salarié, ça nous permettra de cotiser à France Travail et à la retraite comme un salarié et du coup de pouvoir sortir de ce schéma de patrimonialisation. Et on sort aussi de l'idée que finalement on est enchaîné à un métier toute sa vie et qu'on a le droit, dans un sens ou dans un autre, d'y arriver, d'en repartir et de participer aussi à nourrir les autres. Parce qu'en fait, on ne parle pas de n'importe quel métier, on parle du métier qui nous permette à nous, mangeurs, de rester en vie, d'avoir 3 fois par jour de quoi remplir nos assiettes. Et donc, la proposition qui est faite, c'est peut-être d'amener un décalage, de se dire on va se concentrer sur les activités de la ferme, sur la manière dont on peut produire une nourriture de la meilleure qualité qui soit et qui soit encore acceptable derrière nous, plutôt que dans une idée de s'enrichir financièrement. C'est pas forcément dans une finalité d'enrichissement que le patrimoine il se fait, mais plutôt je vais constituer un patrimoine que je pourrais ensuite transmettre. Mais ça, on voit bien, comme je le disais tout à l'heure, que ça ne se fait plus. Et effectivement, ces fermes collectives-là, du coup, elles ont la particularité d'avoir beaucoup de personnes qui travaillent sur la ferme, sur pas forcément une énorme surface. Si on prend l'exemple d'une ferme fondatrice des fermes partagées qui s'appelle la ferme des Volonteux, on est sur 31-35 hectares et il y a près de 18 personnes qui travaillent. Pourquoi 18 ? Parce qu'il y a plein d'ateliers de production agricole différentes, de l'arboriculture, du maraîchage, de la grande culture, une pépinière, de la pédagogie, enfin plein de choses différentes. Mais il y a également de la transformation. Il y a un paysan boulanger et il y a un point de commercialisation avec une épicerie au sein de la ferme. Et on voit bien que là, on va pouvoir maîtriser aussi toute la chaîne de production de valeur au sein de la ferme, avoir tout en un, et ça va permettre de maîtriser son circuit de distribution, son circuit de vente, minimiser aussi les charges liées aux frais de déplacement et d'être en maxi local et maxi circuit court. Il faut quand même préciser que 30 hectares, c'est ça oui. En règle générale, avec 30 hectares, on va faire vivre 5-6 personnes. Et encore. Voilà. Donc, donc là, on a des revenus qui sont acceptables pour l'ensemble des salariés. On a une protection sociale et on a cette fabuleuse diversité qui se met en place. Donc en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que la ferme va capter la valeur qu'elle produit pour pouvoir la redistribuer correctement, localement, auprès de l'hyper-proximité des habitants du territoire et pour la ferme. Elle a cette double fonction, enfin même cette triple fonctionnalité. C'est que elle a cette fonction nourricière. Ils produisent pour nourrir l'équivalent de 500 personnes par an sur le pain, les légumes, les fruits, etc. Donc c'est une vraie activité de production agricole. Donc ça, c'est une première chose. Elle a aussi une action de lien social. Elle est vraiment ancrée sur son territoire. C'est aussi un lieu culturel où il y a des concerts, il y a des ateliers d'écriture. C'est vraiment un fourmillement d'activités et des lieux de rencontre aussi autour de cette ferme-là. Et ça a aussi cette vocation de proposer des conditions de travail, donc une vocation presque sociale, décente pour... Alors, ça reste un métier qui est éprouvant, qui est difficile. On est en pleine canicule, on ne va pas se raconter d'histoire. Ça ne solutionne pas toutes les problématiques liées à l'agriculture. Néanmoins, on n'est plus seul face à ces problématiques, on n'est plus seul face à ces décisions, on n'est plus seul face aux tâches qui peuvent être fatigantes, éreintantes. Ça va beaucoup plus vite de désherber des champs de carottes si on est 5 plutôt que si on est seul à le faire. Oui, parce qu'en plus, on retrouve cette diversité cultivée sur la ferme. Donc, ce qui permet, si jamais on a un aléa qui va toucher, par exemple, les arbres ou la sécheresse ou un ravageur, de permettre à d'autres revenus de prendre le relais quand on a une partie de l'activité qui s'effondre. Et du coup, ce que tu
peut peut-être préciser aussi, c'est que le fait d'être plus nombreux permet de travailler différemment le sol, la terre, et d'aller vers des pratiques plus propres. Oui, tout à fait. On se rend compte que l'un des plus gros freins aux agriculteurs face à la transition dans leur mode de production, c'était notamment le Shift Project, qui a fait une grande étude, une grande consultation du monde agricole sur ce volet-là, et qui est assez enthousiasmante puisqu'il montre que plus de 80% des personnes sont prêtes à engager des pratiques agroécologiques dans leur mode de production. Mais dans les faits, il n'y en a pas autant qu'ils le mettent en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet enjeu économique de dire on ne peut pas se permettre d'expérimenter, de tenter d'autres modes de production parce que nos marges, elles sont tellement faibles que si ça ne fonctionne pas, on ne se paye pas, on est la variable d'ajustement. Du coup, elles n'y vont pas, ou alors les conditions pour qu'elles y aillent, c'est on veut bien, mais si on est aidé économiquement. Avec une ferme collective, de par cette complémentarité d'activités, que ce soit des ateliers de production, de transformation, de commercialisation, ça va améliorer l'économie d'ensemble et ça permet d'avoir effectivement cette solidarité économique entre les différents ateliers. Si on se prend un gel tardif sur les pêches, les abricots, etc., c'est pas grave, potentiellement il y aura du maraîchage pour venir compenser tout ou partiellement cette perte-là. Du coup, ça amène vraiment cette solidité. Et le fait aussi d'être plus nombreux dans la mise en œuvre de la ferme, ça permet que face à ces expérimentations-là, on est plusieurs à prendre la décision. Et du coup, je porte pas seul le poids de la responsabilité de si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. On y va collectivement, on va se soutenir et s'entraider collectivement par rapport. Il y aura des échecs, mais au moins, on le fait pas tout seul. Et là, les fermes partagées interviennent aussi parce que l'idée, ça a été, tu l'as dit tout à l'heure, de mutualiser toutes ces connaissances et compétences, tant au niveau de la structuration de la ferme, mais que de la vie aussi en collectif, qui n'est pas évident à gérer au quotidien, de prendre des décisions ensemble. On n'apprend pas à le faire à l'école, donc il faut pouvoir avoir des outils assez structurés pour justement mettre ça en place. Donc les fermes partagées vont apporter ce soutien-là. Comment ça se passe ? Elles vont réunir un peu toutes les informations. Quel est l'objet ? Oui, complètement. En fait, les fermes partagées, donc comme tu le disais, elles ont été créées à la rencontre entre des fermes pionnières qui avaient choisi ces modèles coopératifs pour s'installer et des acteurs du secteur agroalimentaire en faveur d'une alimentation bio et de proximité. En disant comment on peut mutualiser, parce que ces fermes étaient sursollicitées pour donner à voir leur modèle. Donc ça, c'est une première chose. Elles avaient des sollicitations de porteurs et de porteuses de projets qui disaient « Moi, je suis intéressée par l'agriculture, mais j'ai pas envie de m'installer tout seul et ce que vous faites là, ça m'intéresse. » Sauf qu'elles ont des activités et qu'elles faisaient ces activités-là en plus bénévolement et elles se sont dit « Mais non, en fait, on a besoin d'avoir une structure ad hoc dont ce sera l'activité, dont ce sera le métier, qui pourront répondre à toutes ces sollicitations-là. » Donc ça, c'est une première chose. Et cette structure-là pourra aussi capitaliser sur nos pratiques. Nous, on a expérimenté, on a bricolé, entre guillemets, pendant un certain nombre d'années. On a besoin de capitaliser sur ces pratiques-là pour pouvoir de nouveau les transmettre. Et du coup, c'est vraiment notre rôle. On accompagne l'installation de nouveaux collectifs ou des collectifs, des fois, à se transformer à partir de leur retour d'expérience. Et l'une des choses qui nous tient profondément aussi à cœur, c'est de le faire avec les paysans et les paysannes qui ont fondé ces fermes-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'expertise, ils ont la vision du terrain. Et nous, quand on intervient, c'est toujours avec. Quand on forme, c'est toujours sur les fermes. Et pour que les savoirs et les compétences puissent être transmises directement par ceux qui les possèdent et qu'il n'y ait pas une structure extérieure qui vient s'approprier tout le savoir-faire paysan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça, c'est le premier élément de nos missions. Et un deuxième élément, c'est que aujourd'hui, ces modèles qui sont assez innovants, novateurs dans leur manière de faire, sont pas forcément pleinement reconnus. On dit toujours que la loi est en retard par rapport aux innovations. Et nous, on est une innovation dite sociale, c'est-à-dire qu'on vient appliquer d'autres formes d'organisation à un secteur d'activité. Et du coup, on a besoin de faire connaître et reconnaître, notamment par le législateur, mais aussi par d'autres instances, ces modèles-là, en disant c'est une manière pertinente et intéressante et potentiellement une des solutions pour avoir une agriculture plus désirable. Et je précise que vous avez déjà reçu pas mal de reconnaissances de certaines collectivités ou en tout cas institutions qui s'appuient sur votre expertise pour installer différemment les futurs agriculteurs et agricultrices qui souhaiteraient se lancer dans le métier. Un petit mot de la fin, quels sont les enjeux là, pour les années à venir, pour les fermes partagées vers quoi on tend aujourd'hui ?
Alors nous, l'enjeu actuel, même si on a l'impression que c'est tout sur la canicule aujourd'hui, il est un petit peu plus long parce que actuellement sont en train de s'engager toutes les négociations autour de la future PAC, politique agricole commune, et on voit très bien que cette politique agricole commune, c'est elle qui dessine le paysage agricole de demain. Du coup, c'est comment on arrive à faire reconnaître nos formes d'installation sous forme collective, coopérative, comme une forme d'installation à part entière en agriculture. Donc ça, c'est un de nos enjeux qui nous est propre. Mais de manière plus large, on va s'associer au collectif Nourrir qui vient mobiliser justement plus de moyens pour l'agroécologie, beaucoup plus de moyens à l'actif et non pas à l'hectare pour favoriser la transition vers cette agriculture qui respecte l'environnement et les hommes et les femmes qui nous nourrissent. Donc ça, c'est l'un des plus gros enjeux. Et deuxième élément, donc nous, aujourd'hui, notre territoire d'intervention, c'est plutôt Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit bien que le modèle qu'on propose, il est plébiscité dans d'autres régions. Et du coup, on a un enjeu de ce qu'on appelle du changement d'échelle, c'est-à-dire comment notre savoir, notre expertise, nos compétences qu'on a développées avec notre réseau de fermes, on arrive à le reproduire sur d'autres territoires en s'appuyant aussi sur des fermes collectives et coopératives qui existent dans d'autres territoires et en formant et en transmettant ces éléments-là pour permettre d'essaimer et d'avoir une multitude de fermes coopératives qui restent aujourd'hui des modèles très marginaux puisque sur les 400 000, un petit peu moins, exploitations agricoles qu'il existe, il n'y en a qu'une centaine qui sont sous format coopératif. Marginaux, mais qui vont en tout cas pouvoir proposer des pistes d'avenir. Merci beaucoup Céline Riolo pour ce témoignage. Donc je rappelle, les fermes partagées, vous pouvez retrouver les informations sur le site internet. Tout à fait. Et tu seras demain à Grenoble, au Bar Radis, pour là encore une fois essaimer, tisser des liens et permettre aux gens d'envisager une autre manière de s'alimenter. Cette émission a été préparée avec l'aide de Laurine Magnante, que je remercie, et c'est le clap de fin de cette première saison de Tribune d'Artisans. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu vous enrichir et qu'on ait pu vous proposer des scénarios dans lesquels vous avez envie de croire. Vous retrouverez tous les épisodes sur le site de Radio Anthropocène. Merci à toute l'équipe et notamment Florian pour ta confiance et Sophie pour les relais. On se retrouve la saison prochaine avec des belles histoires à transmettre, des positionnements à découvrir. L'avenir ne sera pas fait de moins, il sera jonché de plus. Plus de connaissances, plus de liens, plus de créativité pour le préparer. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de Machon Palemo, d'y découvrir d'autres rubriques pour aller plus loin sur les questions des fermes partagées, notamment avec des témoignages qu'on a pu aller chercher avec le courtil de Quincieux. Et puis plein d'autres actualités de la littérature, des portraits. Je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à bientôt sur Radio Anthropocène. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Machon Palemo.